Notre invité ce matin, Thierry Solère, bonjour. Bonjour. Thierry Solère, vous venez de voir peut-être, d'écouter la passation de pouvoir entre François Bayrou et la nouvelle ministre de la Justice. Vous connaissiez Madame Belloubet ou Thierry Solère, parce franchement? qu'elle était membre du Conseil constitutionnel, mais Oui. pas personnellement. Bien. Écoutez, François Bayrou prend une décision difficile. Il est soumis à une enquête préliminaire. Il considère devoir partir parce qu'il est mis en cause. C'est ça le sujet, je pense. Et ça pose la question de savoir aujourd'hui quelle évolution dans la présence des membres du gouvernement. Le Premier ministre l'a rappelé hier. La seule règle qui peut être en droit, en morale même, possible, c'est de dire qu'un ministre mis en examen doit partir. Pourquoi? Parce que quand on est mis en examen, on n'est pas mis en examen, là. Il l'est pas. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà ce que dit François Bayrou. Nous vivons dans une société de perpétuelle dénonciation. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? C'est une réalité, bien sûr. Maintenant qu'il a retrouvé sa parole, il dit ce qu'il pense. Il y a une forme de dénonciation qui peut arriver parfois. Mais je crois que François Bayrou n'a pas supporté la mise en cause qui était la sienne dans le cadre de cette enquête préliminaire et qu'il en a tiré la conséquence. Non, mais ça, d'accord. Voilà. Là, vous parlez, alors... non, je vous dis. Non, mais Thierry Solère, dites-moi ce que vous pensez. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on va trop loin dans la moralisation de la vie publique, de la vie politique? Dit comme Je ça, vous non. dis ça parce que un temps, il fallait être condamné pour quitter un gouvernement. Puis après, une mise en examen vous empêchait d'être ministre, de rester. Et maintenant, on n'en est même plus là. Maintenant, il suffit d'une enquête préliminaire pour qu'on soit obligé de quitter un gouvernement. Alors, d'abord, non, parce que j'ai entendu le Premier ministre hier soir rappeler que la règle, c'est parce que si on est mis en examen, on doit partir. Après, François Bayrou, Madame Goulard et Madame de Sarnez s'en vont, alors qu'il y a une enquête préliminaire. La question que vous posez, c'est est-ce que ça va trop loin? Est-ce que la moralisation va trop loin? Est-ce que la moralisation va trop loin? Non, dit comme ça, la moralisation, elle peut pas aller trop loin. Il y a besoin de moralisation. Il y a un texte de loi qui va arriver. J'espère qu'il sera concret, applicable et qu'il aura des résultats. Après, il faut pas transformer tout ça en présomption de culpabilité, parce que vous savez, les enquêtes préliminaires, les parquets les ouvrent dès qu'il y a un article de presse, parce que quelqu'un, Monsieur X, met en cause Monsieur Y. Ça fait un article de presse. Par nature, et c'est normal, le procureur de la République ouvre une enquête préliminaire. Si à chaque fois qu'il y a une enquête préliminaire, et il y en a souvent beaucoup, souvent d'ailleurs les intéressés ne sont même pas au courant et informés qu'il y a une enquête préliminaire qui les vise. On quitte sa fonction ministérielle, ça me semble être un peu dangereux. Présomption de culpabilité. Mais il ne faut pas que ça devienne une présomption de culpabilité non plus. On est sur ce chemin-là. Et pour autant, il y a besoin d'une exigence importante de confiance avec les Français sur les responsables politiques. Et donc c'est pour ça que moi j'attends que la prochaine loi, elle fixe bien cette zone grise, et qu'ensuite les règles s'appliquent clairement. Moi j'ai trouvé très bien l'intervention, je vous le dis, du Premier ministre hier soir, qui a rappelé qu'un ministre... Vous n'allez pas dire de mal de votre ami Édouard Philippe. Ça, si fait les erreurs, Édouard Philippe, j'en dirais du mal. En tout cas, de ses propos. Nous verrons. Nous verrons. Je rappelle que vous prenez la tête d'un nouveau groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle les Républicains Constructifs UDI et Indépendants. Je vais y revenir. Mais tout de même, Marielle de Sarnez quitte son ministère. Richard Ferrand a quitté son ministère. Marielle de Sarnez veut devenir présidente du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Alors, ils ne peuvent pas être ministres, mais ils sont bons pour présider un groupe à l'Assemblée nationale. Enfin, ils sont moralement acceptables. Vous savez, il faut faire super gaffe quand même, Jean-Jacques Bourdin, me semble-t-il, à ne pas juger à la place des juges. Une démocratie. Non, je vous dis ça pas pour vous. Je vous dis juste le système, moi, comment je le vois. On est dans un système qui fonctionne pas si mal. Il y a une liberté de la presse, et c'est fort heureux. Et aujourd'hui, quand il y a des affaires qui peuvent sortir, elles le sortent souvent par la presse. 2, il y a une vie politique. Et 3, il y a un monde judiciaire qui est parfaitement indépendant. Que vous soyez très haut dans les hiérarchies de la société française ou pas, la justice, elle vous traite de la même manière. Et tous les pays au monde ne fonctionnent pas comme ça. Après, il n'y a pas de justice sans présomption d'innocence. Il n'y a pas de justice sans présomption d'innocence, on est bien d'accord. Mais alors, pourquoi aujourd'hui, la présomption d'innocence joue... Attendez, je vous allez voir, je termine en 2 phrases. Je termine en 2 phrases. Cette présomption d'innocence, elle doit permettre à tout citoyen, aux hommes politiques, aux responsables publics, aux responsables privés, et tout, de fonctionner. Après, quand il y a une mise en examen, c'est un autre sujet. Parce que vous savez ce que c'est qu'une mise en examen? On est mis en examen parce qu'il y a des indices sérieux et concordants qui montrent qu'il y a un éventuel délit. Et là, ça pose pour le gouvernement
une difficulté. Et depuis M. Balladur, une jurisprudence est là, qui fait que un ministre quand il est mis en examen, reste bien sûr présumé innocent, doit partir parce qu'il n'est plus en capacité de. Après, Madame de Sarnez a été élue députée de Paris, Monsieur Ferrand a été député de Bretagne, du Finistère. Oui. Ils ne sont absolument pas poursuivis par la justice. Non, mais bon, vrai, ben voilà. Et ben donc il n'y a pas de sujet. Et ils sont des citoyens comme les autres. Et toutes ces histoires d'immunité parlementaire et tout, il faut que ça cesse. Moi, vous voyez, par exemple, une proposition que je fais. Suppression de l'immunité parlementaire. Ça ne sert à rien. Et que ça entretient ce doute et ce soupçon perpétuel que la classe politique essaye de ne pas vivre comme les autres Français. Ça ne sert à rien, l'immunité parlementaire. C'est un amendement que vous pourriez déposer. Vous connaissez l'origine de l'immunité parlementaire. C'était à l'époque, au tout démarrage, on ne voulait pas que le pouvoir central puisse entraver les députés dans leur liberté d'expression. Sinon, c'est facile pour le gouvernement, pour l'administration, de contraindre quelqu'un. Vous lui faites des procès tous les jours, vous l'empêchez dès qu'il dit quelque chose, vous lui mettez des procès en diffamation, et puis il ne peut plus parler. Alors, dans le cadre de la loi sur la moralisation de la vie publique, vous pourriez déposer un amendement. Moi, je pense, en tout cas. Vous déposerez un amendement supprimant l'immunité parlementaire. J'en parlerai avec mes collègues du groupe. Mais je veux dire, c'est une proposition que je vous fais. Je trouve que cette immunité parlementaire ne sert à rien. Dès qu'un juge d'instruction veut mettre un député en examen et qu'il a besoin de le contraindre pour éventuellement le placer en garde à vue, il demande au bureau de l'Assemblée la levée et elle est automatique. Donc ça sert à quoi? À pas grand-chose, à part à entretenir, pour ceux qui nous écoutent, ce petit soupçon perpétuel que les hommes politiques, les parlementaires, cette classe politique française, elle essaye de ne pas vivre comme les autres. Donc, créons des règles simples, des règles de transparence. Toute la zone grise de ces pratiques politiques qui ne fonctionnent plus très bien, mais qui sont légales, eh ben, rendons-les légales, si on considère que ce n'est pas bien dans la nouvelle loi. Et puis après, mettons un peu de sérénité dans tout ça. Moi, j'ai une totale confiance dans la justice. Les juges font leur travail, les procureurs aussi. Quand il y a une enquête préliminaire, il n'y a pas de poursuite. Si quelqu'un est mis en examen, il est présumé innocent, mais il quitte le gouvernement. Et ensuite, laissons les juges juger. Bien, Thierry Solère, vous avez présidé la primaire de la droite et du centre, et vous voilà maintenant à la tête de ce groupe à l'Assemblée nationale, les Républicains constructifs, UDI et indépendants. D'abord, combien êtes-vous ? Alors on verra mardi, ça je pourrais vous dire ça mardi, parce que c'est mardi qu'on déposera tout ça. Je pense qu'on sera un peu plus de 40. Un peu plus de 40. On sera un peu plus de 40, ouais, je pense. Donc combien de républicains parmi ces 40 ? 23, 24, je pense. 23, 24 républicains. Même certains qui ont voté, qui ont voté hier pour la présidence du groupe Les Républicains ? Non. Nous verrons. Voilà, bon. je vous donnerai le chiffre définitif mardi. 24. Je vais surtout essayer de vous expliquer ce qu'on fait. Sincèrement. Mais on est bien d'accord. Et simplement. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Très simple. Parce qu'on a entendu ce que nous ont dit nos électeurs pendant la campagne électorale. Et puis on respecte les engagements qu'on a pris. Qu'est-ce qu'on a dit, nous ? On a dit qu'on voudrait être constructif à l'Assemblée nationale. En vrai, comment ça marche à l'Assemblée ? Je viens d'y passer 5 ans, Jean-Jacques Bourdin. Vous arrivez à l'Assemblée nationale. Si vous êtes dans le groupe majoritaire, on vous demande de voter tout le temps, et de vous taire. Et quand vous êtes dans le groupe qui a perdu les élections, parce que vous avez perdu les élections législatives, vous êtes donc dans le groupe d'opposition, vous vous opposez à tout, surtout, tout le temps. C'est vachement intéressant. Ça fait avancer les choses. D'ailleurs, on a vu depuis 30 ans que tout ça marchait très bien. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de chômage, et que toutes les réformes dont le pays avait besoin avaient bien sûr été mises en œuvre. Voilà. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire quelque chose de nouveau. On est des hommes de droite, on est des hommes du centre, on n'a pas gagné l'élection présidentielle, ça ne nous a pas échappé. François Fillon a été éliminé dès le premier tour. Nous n'avons pas, à cause de cela, bien sûr, c'est logique, les Français sont cohérents, gagné les législatives. Nous les avons perdues. Nous avons dit à nos électeurs, et ils nous le demandent tous les jours, qu'à l'Assemblée nationale, la position qui sera la nôtre, elle fonctionne de 3 manières. Quand il y a des réformes qui iront dans le bon sens, on les soutiendra. Et c'est super important. Vous savez pourquoi ? Parce que bien sûr que le gouvernement, ils ont une majorité à l'Assemblée nationale arithmétique pour faire voter les textes. Mais ça suffit pas, une majorité arithmétique, pour faire passer des vraies réformes en France. Il y aura des conservatismes, il y aura des blocages, il y aura des gens qui iront dans la rue. Et si, parce que je suis un député de droite, je regarde le gouvernement qui va connaître des difficultés sur la réforme du Code du travail, avec un regard gourmand sur le thème « haha, ils sont en train de se planter, donc c'est pas bon pour eux, et donc c'est bon pour nous, parce que comme ça on va gagner les prochaines élections », vous croyez que je suis à la hauteur de la situation du pays ? Donc première catégorie, les réformes qui vont dans le bon sens, on est là pour les soutenir fortement. Deuxièmement, parfois, il y aura des inflexions à avoir. Et on sera beaucoup plus crédible aux yeux du gouvernement et de la majorité à obtenir ces inflexions si on est crédible et pas démagogue. Et enfin, quand il y a besoin de s'opposer, on s'oppose clairement et on le dit. Vous opposerez. Bien sûr. Bon, Thierry Solère, ça c'est vos arguments. Hier, j'avais Laurent Wauquiez qui avait les arguments inverses, qui disait ce ne sont pas des constructifs, ce sont des destructifs. D'abord parce que
pour notre famille politique, c'est dramatique. Dramatique. Ce qui a été dramatique. Ils sont allés à la soupe, ils ont trahi, enfin vous entendez ça. Oui, alors, on vous écrit cela aussi, j'imagine. J'imagine. Oui. Ceux qui donnent des leçons de morale, qu'est-ce qui a détruit la droite, hein? Ceux qui ont participé à détruire la droite, c'est ceux qui sont allés à la tribune du Trocadéro. Parce que oui, on parlait des affaires tout à l'heure. Hein. Je vois bien tous ceux qui donnent des leçons de morale à tout le monde. Hein. Ceux qui sont allés au Trocadéro, ils sont allés soutenir François Fillon en lui disant de continuer sa campagne présidentielle, alors qu'il avait pris l'engagement les yeux dans les yeux sur un plateau de télévision, pas celui-là, mais un autre, d'arrêter sa campagne présidentielle s'il était mis en examen. D'accord ? Ils sont tous allés au Trocadéro pour lui dire continue. Le naufrage de la droite, c'est la présence au Trocadéro. Mais vous comprendriez... Et deuxièmement, Jean-Jacques Bourdin. Oui. En 2002, il y avait 365 députés de droite. En 2007, il y en avait 300. En 2012, il y en avait 200. Aujourd'hui, il y en a 111. Alors ceux qui, depuis 15 ans, veulent que rien ne change, qu'on fasse comme avant, qui considèrent que tout va bien pour leur parti, mais surtout pour le pays. Et moi, pardonnez-moi, je m'intéresse beaucoup plus à mon pays qu'aux partis politiques. Qui donnent des leçons aux autres, vous comprendriez que vous soyez exclu. Mais non, mais peu importe, c'est pas ça le sujet. Non, pas ça le sujet, mais si jamais les instances de votre parti vous demandez de quitter... Mais je verrai derrière l'organisation partisane. Moi, j'ai la légitimité... C'est de la vieille politique, ça? Mais bien sûr, c'est de la vieille politique. Mais alors, Thierry Solaire... Moi, j'ai la légitimité des électeurs, je leur ai dit. Soyons encore plus francs et directs. Vous ne voulez pas de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains? Je n'ai rien de personnel contre Laurent Wauquiez. Je dis juste que la ligne politique qui est la sienne ne me paraît absolument pas être ce qu'il faut pour la droite française. Mais encore une fois, mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais ça vient de là. Le divorce est là. Le divorce est profond. C'est même pas ça. C'est même plus large que ça. C'est quoi? C'est que ils ne s'intéressent pas par leur position politique à autre chose que l'avenir de la droite française. Et moi, je préfère mettre mon énergie dans les 5 ans qui viennent pour essayer de participer avec d'autres à redresser le pays, plutôt que de mettre toute mon énergie pour essayer de reconstruire un parti. Vous voyez la différence? Elle est assez considérable. Le parti va être construit ou reconstruit. Probablement. Dans les semaines qui viennent. On a besoin de parti, on a besoin d'évolution. Tout ça, ça compte. Mais pardon, Jean-Jacques Bourdin, moi, je vais travailler à essayer d'aider le gouvernement qui aura besoin d'aide sur des textes que les Français attendent. Oui, d'accord, mais je suis d'accord. Mais vous avez l'impression que c'est pas l'essentiel. Mais si, c'est indispensable, Thierry Solaire. Mais vous appartenez à une famille politique. Voilà, j'appartiens à personne. Moi, j'appartiens à mes électeurs. Et la légitimité que j'ai, je la tiens de mes électeurs. En 2012, j'ai été élu à Boulogne sans investiture face à Claude Guéant. Et cette fois-ci, il y avait le maire de Boulogne, M. Baguet, qui était candidat face à moi. Il avait un logo Les Républicains, lui aussi. Il avait pour le droit de le mettre, tout le monde s'en fichait. Donc franchement, je dois mon élection aux habitants de Boulogne. Je leur ai dit pendant ces législatives exactement ce que je suis en train de vous dire et ce que je suis en train de faire. Et là, ce qui me préoccupe, moi, c'est plus mon pays que l'organisation de la droite française. Je suis d'accord, mais est-ce que vous renouvellerez votre carte? Nous verrons. Vous voyez bien que nous sommes... Pour vous, c'est pas le problème. Vous voyez bien que nous sommes... L'avenir de votre parti, c'est pas le problème. C'est pas ma priorité numéro 1, non du tout. Vous voyez bien qu'on est à l'Assemblée nationale nombreux à essayer de créer une force parlementaire nouvelle. Et moi, je me réjouis que mes collègues de l'UDI, parce que j'ai entendu ce qu'ils ont dit, partagent la même lecture que nous. Moi, j'ai appelé Jean-Christophe Lagarde, on s'est parlé, j'en ai parlé avec beaucoup des députés du groupe UDI, et on a convenu, au fond, qu'on pensait la même chose, et qu'on avait vocation à l'Assemblée nationale à le faire ensemble. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Moi, j'en ai assez de ceux qui vous expliquent toujours ce qu'il faut faire, alors que ça fait 20 ans qu'ils le font. Il y a une partie des Républicains, une droite des Républicains qui pourraient s'allier avec le Front National. Vous pensez que ça arrivera un jour? Il y a une volonté, en tout cas, du Front National, du Front National, peut-être une partie du Front National, de cette alliance, et j'espère qu'il n'y a pas, donc je ne veux pas faire un procès qui est très grave à mes yeux, de la part de Laurent Wauquiez, cette volonté-là. Je crois qu'il a dit hier chez vous que ce n'était pas le cas. Question, je lui donne ce crédit-là, mais je sais qu'il y a toujours cette volonté d'une partie des électeurs. On a le droit de penser cela. Moi, je ne suis pas dictateur, je comprends qu'on pense différemment de moi. Je vous dis juste, je ne veux pas qu'on reproduise toutes ces mêmes histoires. Encore une fois, il y en a qui pensent vraiment en ancien franc. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'on a changé d'époque, et avec tout ce qui s'est passé depuis 20 ans dans notre pays, vu le niveau de chômage, vu le niveau de pauvreté, alors j'allais vous franchement parler qu'on fasse autre des chose. réformes engagées, qui vont être engagées par Emmanuel Macron. Quelles sont les réformes annoncées que vous ne voteriez pas? Je pars pas comme ça, mais il y a un problème sur la CSG. Il y a un problème sur la CSG. Pourquoi? Pas pour tous les Français. Vous êtes opposé à l'augmentation de la CSG? Pas par principe, parce que vous savez, Fillon, il voulait monter la TVA beaucoup. Donc, la TVA. Poche gauche, poche droite. Il y a un problème avec la CSG, je vais vous expliquer lequel. Et c'est ce que j'essaye de faire, de discuter avec Gérald Darmanin notamment.
quand vous êtes salarié, vous allez avoir une baisse de vos charges salariales. Oui. Vous allez avoir plus d'argent en bas de page. Si vous avez une hausse de la CSG, vous avez plus de pouvoir d'achat, un peu moins de l'autre côté, ça s'annule, ça va. Quand vous êtes retraité et que vous allez bénéficier de la fin de la taxe d'habitation, oui. Vous allez avoir une petite hausse de la CSG, c'est pas rien, mais vous n'allez plus payer de taxe d'habitation. Donc votre pouvoir d'achat, vous voyez, vous en sortez. Il y a 2 catégories, à mes yeux, qui vont avoir des difficultés avec ce qu'ils prévoient. C'est les professions libérales, les travailleurs indépendants, parce que ils sont pas salariés, donc ils vont juste se prendre la hausse de la CSG. Et puis 2, c'est les retraités qui ont quand même petites retraites, mais qui payent encore l'impôt sur le revenu et qui donc payent aussi une taxe d'habitation et vont se payer une hausse de la CSG avec une baisse donc de leur pouvoir d'achat. Moi, je voudrais qu'on travaille pour corriger ces 2 effets pervers-là. Mais vous voyez, c'est ça une discussion parlementaire. Moi, je suis pas une machine à voter. J'ai pas été élu par mes électeurs pour hurler sur les bancs, m'opposer à tout le temps, même quand en fait c'est pas mal. Et c'est vrai que je comprends que c'est difficile pour la majorité d'être d'accord sur tout aussi. Sur le code du travail, sur le code du travail, sur le texte qu'on voit maintenant dessiné ici ou là vous êtes en grande partie d'accord. Écoutez, franchement, quel membre des Républicains peut vous dire, les yeux dans les yeux, qui va pas voter le texte alors que c'est... Vous ne comprendriez pas d'ailleurs que les Républicains ne le votent pas. Ça serait d'une démagogie parfaite. Tous les candidats à la primaire ont globalement expliqué exactement ce que ce gouvernement d'Édouard Philippe est en train de mettre en œuvre. Donc ne pas le faire, c'est privilégier les petits intérêts politiciens plutôt que l'intérêt national. Et moi, je ne suis pas là pour autre chose que de m'occuper d'essayer d'améliorer la condition. Et la loi de lutte contre le terrorisme qui va être présenté en Conseil des ministres tout à l'heure, le projet de loi. Il vous convient ou pas? Alors, j'essaierai d'abord de la regarder dans le détail. Oui, de la regarder dans le détail. Je vais vous dire très franchement sur ce sujet, et au-delà de la gauche, la droite, de ce gouvernement ou d'un autre. Non, mais là, on n'est ni gauche ni droite, là. C'est tellement compliqué. Il y a besoin de tellement d'informations que parfois, qui ne sont pas dans l'espace public et compagnie, que moi, j'ai une présomption de confiance à l'endroit de ce gouvernement, comme d'ailleurs du précédent, en matière de lutte contre le terrorisme. Je ne crois pas que quand Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur, il n'avait, en se levant le matin, d'autres préoccupations qu'il essayait de bien faire. Donc ce gouvernement-là, les mesures qu'ils vont faire, il faudra bien sûr regarder, pas donner de chèque en blanc, notamment sur les libertés publiques, et voilà, mais j'ai une présomption de confiance sur ces sujets-là, bien sûr. Sur ces sujets-là. J'ai vu que Salah Abdeslam voulait déposer plainte contre vous. Mais il l'a fait, le procès a eu lieu hier. Le procès a eu lieu hier. Le procès a eu lieu hier, le délit rendu. Écoutez, j'avais visité, vous savez, en tant que député, on contrôle les lieux de privation de liberté, donc les prisons. J'étais allé il y a un peu plus d'1 an à la prison de Fresnes avec un de nos confrères du journal du dimanche, Laurent Valdiguet, et il avait fait un grand papier qui racontait les conditions de détention à Fresnes, qui sont terribles. Le gouvernement a un gros travail à faire. Vous verriez l'état en vrai des prisons, surtout dans cette période où il fait très très chaud. C'est absolument indigne. Il faut construire des places de prison urgemment. On ne réglera pas la situation des gens qui sont en détention si on continue dans cette situation. Eh bien, il y avait Salah Abdeslam qui était détenu, le journaliste a raconté tout cela, et j'ai une plainte pour atteinte à la vie privée de M. Salah Abdeslam. Je ne veux pas polémiquer, mais voilà, c'est l'homme qui est responsable de beaucoup de morts. Voilà, moi je fais mon travail et les journalistes qui m'ont accompagné ont fait le leur. Vous allez présider ce groupe, ce nouveau groupe? Nous verrons mardi avec les collègues. Vous êtes candidat à la présidence de ce groupe? Candidat à la présidence de ce groupe mardi. Bien, merci Thierry Solaire d'être venu nous voir, 8h54. Et vous restez avec nous sur BFM TV dès le début du journal de 9h. La politique continue avec le tout premier Conseil des ministres du gouvernement Philippe II. Évidemment, on suivra ça sur BFM TV, les arrivées, les dernières passations de pouvoir. Et tous ces nouveaux visages, il va falloir se familiariser. Retrouvez